Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Bonjour et bienvenue dans votre émission La Parole aux Français avec Alexandre Jardin. On est ensemble jusqu'à 14h et on attend vos appels au 0826 300 300. Bonjour Alexandre. Bonjour. L'insécurité ne touche pas que les grandes villes et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de communes arment leur police municipale. Aujourd'hui, 58% des effectifs sont armés sur 27 000 agents. Mais pourquoi cette décision fait-elle encore tant débat? On en parle dans un petit instant avec vos invités. Et puis les ZFE, ça vous parle Alexandre? Ces zones à faible émission visant à interdire certains automobilistes de circuler dans certaines zones. Survivront-elles à l'ultime vote en commission mixte paritaire prévue dans les prochains jours? En tout cas, ce week-end, les motards veulent mettre la pression, Alexandre. Et on va recevoir Jean-Marc Bellotti, qui est une des grandes figures des motards en colère. Ça fait partie des combats que j'ai aussi portés avec eux. On sait tous que l'Assemblée nationale a voté l'abrogation des ZFE. Et là, c'est la dernière étape. Est-ce qu'on sort du cauchemar ou est-ce qu'on revient à la case départ? Est-ce qu'on va se débarrasser de cette folie qui consistait à exclure un tiers de la nation de nos grandes agglomérations et à sortir au fond de l'ordre républicain? À 12h45, dites-nous ce que vous pensez de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Nous serons avec Maître Guilain Benessa. Il répondra à vos questions. 0826 300 300. Et puis jusqu'à 14h, Alexandre, on se donne un défi, convaincre nos auditeurs que non, la France rurale, la France des terroirs, la France des agriculteurs qui manifestent aujourd'hui, cette France-là n'est pas morte. Et elle a beaucoup de choses à dire encore. 0826 300 300, la parole aux Français. Prenez-la sur Sud Radio, c'est votre émission. Alexandre, on commence cette émission avec votre édito. Vous nous parlez justement de la révolte paysanne. De la révolte paysanne qui me bouleverse, parce que je ne sais pas si les Français se rendent compte de ce que cette profession est en train d'encaisser. C'est totalement hallucinant. Quand je dis hallucinant, le Mercosur, c'est une compétition parfaitement inégale. On impose à nos paysans des interdictions qui ne sont pas incluses dans les produits qu'on importe. Et en plus, avec la guerre en Ukraine, on a ouvert grand le marché français à des produits qui n'observent aucune des contraintes qu'on impose à nos exploitants. Et au fond, on leur a demandé de payer la guerre en Ukraine. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que on a fait rentrer des poulets, on a fait rentrer des céréales, des œufs, dans des quantités extraordinaires. Nos exploitants ont perdu beaucoup d'argent, et au fond, ce sont eux qui ont payé une partie du soutien français à la guerre d'Ukraine. Est-ce que c'est normal? Non. Si la France aide, c'est la France, mais pas nos agriculteurs, qui sont déjà fragiles. Et ce sera l'un des thèmes qu'on abordera entre 13h et 14h avec vos trois invités. Restez bien avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Sur 27 000 agents de la police municipale, seuls 58% sont armés. Un pourcentage en hausse malgré tout, lié bien sûr à l'augmentation de l'insécurité. Mais pourquoi certaines communes ont-elles encore tant de mal à passer ce cap? On en parle avec le maire d'Alençon, Joachim Pueyo, le maire de Viarmes dans le Val d'Oise, Olivier Dupont, le conseiller municipal de Mérignac en Gironde, Thierry Millet, et le président du syndicat de la police municipale, Cédric Michel. Bonjour messieurs, Alexandre, c'est à vous. Oui, bonjour Thierry Millet. Bonjour. À Mérignac, vous faites partie des dernières villes qui ont basculé dans le port d'armes pour la police municipale. Qu'est-ce qui amène à cette décision? Est-ce que c'est une pression de la population? Est-ce que ce sont les élus? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Ce qui fait qu'on en arrive là, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience de la population, prise de conscience assez facile, puisque Mérignac, c'est la 6e ville la plus cambriolée. Alors, je parle des villes de 50 000 à 100 000 habitants. Donc, nous, on est la 6e, juste derrière Aubervilliers. Donc, c'est quand même un triste record. Et nous menons actuellement, auprès des habitants, une étude. Actuellement, nous avons 863 répondants. Oui. Plus de 50% des gens se disent que leur sécurité personnelle et celle de leurs biens n'est pas assurée. Donc il y a une prise de conscience, et puis il y a aussi un deuxième phénomène, c'est que nous sommes à moins de 6 mois des élections municipales et la municipalité se réveille. Mais elle se réveille vraiment sous la pression de la population ?
Elle se réveille sous la pression de la population, elle se réveille parce que il y a une forme de déni, si vous voulez, d'insécurité, et à un moment, la confrontation entre le discours, la communication et la réalité écarte tellement les élus de la majorité de la situation réelle qu'à un moment, il faut réagir. Donc là, ils ont choisi de réagir. C'est en réalité une communication, puisque quand on décide d'armer une police municipale, il y a un temps d'armement, un temps de formation, un temps d'organisation. Donc on est sûr d'une chose, c'est que ça prend 6 mois et donc ça n'aura aucun effet sur son mandat. Bien. On va en direction de Viarmes. Monsieur le maire, chez vous, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à une décision de ce type? Ça n'aura aucun effet sur son mandat. Alors, en attendant de retrouver le maire de Viarmes, je vais peut-être interroger Joachim Peillot. Vous êtes maire d'Alençon, oui. Merci d'être avec nous. En 2022, vous décidez d'armer la police municipale d'Alençon face à une opposition inquiète. Certains membres du conseil municipal estiment que l'armement banalise la violence et que la police municipale n'est pas une force de répression mais de proximité. Qu'est-ce que vous leur répondiez à l'époque et qu'est-ce qu'ils vous répondent eux aujourd'hui ? D'accord, donc on a visiblement un petit problème avec nos invités. Alors je crois qu'on a récupéré en revanche Olivier Dupont, le maire de Viarmes dans le Val d'Oise. Vous êtes avec nous ? Je vous entends, bonjour. Super. À tous. Bonjour. Oui. Alexandre, je vous laisse la parole. Comment en êtes-vous arrivé à cette décision ? Et est-ce que c'est le fruit d'une évidence pour tout le monde ou est-ce qu'il y a eu des débats houleux chez vous ? Je suis désolé, mais je n'ai pas entendu le début de la conversation, puisque ça ne fonctionnait pas. J'imagine que vous me parlez de la création de la police municipale ? C'est ça. Oui, et surtout de l'armement de la police municipale. Est-ce que c'est venu très naturellement parce que la population le demandait ? Est-ce qu'il y a eu des conflits ou au contraire, ça apparaît comme une évidence ? Non, depuis le développement de notre police municipale, depuis le début du mandat en 2020, c'est apparu comme une évidence. Il n'était pas question pour moi d'envoyer mes agents sur des contrôles nocturnes sans avoir les moyens de se défendre en cas de contrôle compliqué. Mais vos agents se font agresser ? Non, mais ça peut. C'est aussi de la dissuasion. Comme vous êtes, j'invite d'ailleurs mes collègues maires, s'ils ne l'ont pas encore fait, à tourner la nuit avec les agents. Quand vous vous trouvez devant un contrôle d'un véhicule sur un parking par une nuit noire et que vous approchez du véhicule, c'est quand même il y a des questions à se poser. Il faut quand même avoir les moyens de se défendre si jamais les choses devaient mal tourner. C'est jamais arrivé encore. Hein. C'est vraiment une prévention. De la prévention. Joachim Peillot, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Bonjour Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Alors je vous demandais tout à l'heure, maire d'Alençon, je vous demandais tout à l'heure quelles ont été les contraintes que vous avez rencontrées lors des conseils municipaux lorsqu'il vous avez proposé d'armer la police municipale. Je rappelle que depuis 2022, votre police municipale est armée. Certains s'inquiétaient justement de cette proportion et évoquaient la nature en fait de la police municipale, plutôt destinée à de la proximité qu'à de la répression. Quels étaient vos arguments à l'époque, en 2022, lors de ces débats ? Et aujourd'hui, est-ce que cette opposition s'est rangée derrière vous ? Non, enfin, c'est une opposition de 2 élus, en fait, sur l'ensemble du conseil municipal. Moi, j'avais pris ma décision. Ma décision d'armer les policiers municipaux pour plusieurs motifs, parce qu'il y a quand même des dangers pour eux-mêmes. Et puis, il y avait également une concertation avec les policiers eux-mêmes et les organisations professionnelles. Et j'étais confronté également au problème du recrutement et je me suis rendu...
Alors on a une petite interruption, c'est pas grave. Cédric Michel est avec nous. Cédric Michel, vous êtes président du syndicat de la police municipale. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu ce qu'ont dit les maires avant vous. Vous, comment vous la voyez évoluer aussi cette insécurité? Parce que le fond du problème est quand même là. Le fait d'armer aujourd'hui la police municipale, est-ce que ça répond justement à l'évolution de cette violence? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de vol à l'étalage, mais plutôt de vol à main armée, quoi. Merci. Bonjour, messieurs les maires. Bonjour à tous. Bon, il est vrai que nous sommes confrontés à une société qui est de plus en plus violente et il y a une réalité qui s'impose. C'est que partout où il y a une police municipale, et une vraie police municipale digne de ce nom, c'est que les policiers municipaux sont les primo-intervenants. Et c'est ça la véritable police de proximité. La police de proximité, c'est le fait de répondre dans un instant très court, voire à l'instant T, aux problématiques de sécurité de la population. Ce qui fait que les policiers municipaux arrivent les premiers sur les événements et sont confrontés de plein fouet aux agressions, à la délinquance, aux conflits familiaux, intrafamiliaux, et j'en passe. Donc, si on prend par exemple la presse locale sur les 8 derniers jours, il n'y a eu pas moins de 27 policiers municipaux blessés. Et c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Aujourd'hui, les policiers municipaux sont confrontés de plein fouet à l'insécurité et l'armement, n'a rien à voir avec la mission de proximité. L'armement est un moyen, est un outil de défense qui permet de garantir la sécurité du policier municipal, mais aussi la sécurité de la population. Parce que si le policier municipal n'arrive pas à se protéger lui-même, il est évident qu'il ne peut pas protéger la population. Olivier Dupont, comment réagit la population de Viarmes lorsque vous avez autorisé l'armement de la police municipale? Ça n'a jamais été un sujet. Les armements avaient été achetés dans la mandature précédente, mais n'étaient pas utilisés. Il faut dire qu'on avait une police municipale qui était très restreinte, plutôt des ASVP, des agents de sécurité sur voie publique, que des policiers municipaux. Donc on l'a beaucoup développé, puisqu'on est monté à 8 agents et on a créé une police pluricommunale. Donc on est 10 communes au sein de ce nouveau service. Ça n'a jamais été une discussion, personne en fait ne m'en a jamais parlé. D'accord. Joachim Pueyo, vous avez été coupé tout à l'heure, je rappelle que vous êtes le maire d'Alençon. Vous nous parliez de la façon dont vous aviez amené le sujet de l'armement de la police municipale dans votre ville. À titre personnel, j'étais favorable à l'armement des policiers municipaux et j'ai commencé par convaincre les élus de ma majorité. L'opposition a été informée, parce que j'ai informé bien évidemment que j'avais pris la décision d'armer la police municipale, et nous avons effectivement 2 membres de l'opposition qui se sont prononcés contre. Mais une grande majorité des policiers, des élus, ont été favorables. Donc on a armé ces policiers, bien évidemment, avec un équipement adapté, avec de la formation, parce que ce qui est important, c'est bien évidemment de la formation pour utiliser ces armes létales. Donc ça n'a pas posé de problème, et j'ai pris conscience, d'ailleurs j'ai ressenti que une très large partie de la population était favorable. Il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de controverse. Donc voilà, je crois que ça s'est vraiment très bien passé au niveau des habitants. Et puis la conséquence, c'est que les policiers se sentent en sécurité avec leurs armes. C'est-à-dire que on voit très bien que auparavant ils étaient quelquefois en difficulté, ils n'étaient pas forcément bien dans leur peau tout simplement. Et depuis qu'ils sont armés, ils sont beaucoup plus ils sont mieux en fin de compte dans leurs fonctions. C'est ce que j'ai pu constater depuis que j'ai pris cette décision. Cédric Michel, il y a évidemment une question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire en termes de formation d'avoir des policiers municipaux armés? Est-ce que c'est une formation qui est lourde? Est-ce qu'il y a une partie juridique? C'est quoi la formation? Vous me posez la question. Alors, insister sur la formation de ces policiers municipaux, mais je voudrais dire que la formation des policiers municipaux, elle est nationale. C'est pas parce qu'un maire dit je vais armer ma police municipale et je vais faire un effort de formation. Non, non. La formation est encadrée sur le plan national. Tous les policiers municipaux qui sont recrutés, ils sont recrutés stagiaires sur 1 an,
Ils ont 6 mois de formation théorique, 6 mois de formation pratique, ils ont des tests psychotechniques, ils ont un agrément de moralité par le procureur, par le préfet, des tirs de mise en situation, une formation continue. En réalité, il faut sortir de cet a priori qui existe dans l'inconscient collectif. La police municipale est la profession la plus encadrée et la mieux formée des métiers de sécurité, parce que depuis 1994 que le premier statut de la police municipale est sorti, il a fallu prendre le contre-pied de cet inconscient collectif de la formation des policiers municipaux. Et en réalité, aujourd'hui, les policiers municipaux sont extrêmement bien formés. Et Thierry Millet, vous aviez dit que c'était en train de se mettre en place chez vous, à Mérignac. Donc, les premiers effets chez vous commenceront à se voir d'ici 6 mois. Alors les premiers effets ne pourront pas se voir avant 6 mois puisque ce qui vient d'être expliqué, c'est qu'il y a une formation. Il y a une acquisition des armes, il y a une formation, et donc ce temps-là, c'est un temps incompressible de 5 à 6 mois. En fait, si vous voulez, on prend une décision à Mérignac qui est tardive. Pourquoi ? Parce que il y avait une espèce de dogme dans la majorité municipale qui consistait à dire qu'on allait pouvoir tout régler avec des médiateurs sociaux. Bien évidemment, c'est une vue très très idéale, et les explications qui ont été données par les 2 maires avec lesquels nous débattons montrent bien que les policiers municipaux peuvent se retrouver en risque. Donc, il faut bien qu'ils puissent se protéger. Ce qui a fait basculer en fait chez nous vers l'armement de la police et donc sa formation, c'est qu'en juillet, le 19 juillet, malgré d'ailleurs des mises en garde écrites qui avaient été envoyées, dans un quartier de Mérignac où il y a du trafic de drogue, il y a eu une fusillade. Et cette fusillade, elle s'est passée à 21h. C'était un jour où il y avait de la canicule. Les familles sont sorties vers 20h, au moment où il faisait moins chaud. Et donc, ça s'est passé au milieu de famille. Les primo-intervenants, à nouveau, c'est ce qui a été expliqué, sont arrivés, et c'était les policiers municipaux. Ils sont arrivés, enfin, excusez-moi de vous dire, mais ils étaient à poil. Ils ont mis leur vie en danger, ils n'ont pas été en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit par rapport aux populations qui étaient autour. Donc, en fait, il y a eu ce point de bascule. Mais aujourd'hui, il faut que, dans une logique, les personnes qui vont être armées suivent cette formation, parce que ça n'est pas évidemment anodin d'armer une police. En tout cas, c'est une nouvelle que moi j'accueille très positivement, même si elle est très tardive, puisqu'on demande ça depuis maintenant des années. J'ai envie de vous poser à tous la question, quand on appelle la police, comment on sait si on appelle la police nationale ou la police municipale ? Ah bah ça c'est généralement lorsque vous appelez le 17, ça vous reconduit. Enfin c'est vous qui précisez. Mais bon, je reste. Peut-être Cédric Michel, vous voulez répondre ? Oui. Alors bon, il y a plusieurs situations. Une première situation, il faut savoir que la vidéoprotection, elle est gérée par la ville. Donc aujourd'hui, dans bon nombre de situations, les policiers municipaux sont envoyés en premier par un appel vidéo, parce que la vidéo, les écrans sont sous les yeux des policiers municipaux. Ensuite, la seconde situation, c'est il y a une réalité, c'est que les effectifs de police nationale souvent sont indisponibles parce que ils sont débordés. Il y a tout un tas de tâches indues qu'on a confiées à la police nationale, et puis il y a une réalité sécuritaire en France qui fait que les forces d'État sont débordées, et donc on envoie la police municipale, on bascule sur la police municipale. Donc quand on fait le 17, évidemment, on appelle la police nationale, mais souvent c'est rebasculé sur la police municipale. Et puis la population aussi, d'elle-même, sait que si elle appelle les forces d'État, elles ne sont pas toujours disponibles. Donc elle fait l'effort aussi d'appeler le numéro dédié à la police municipale. Et à Viarme, est-ce que c'est simple, l'articulation police municipale, police nationale, ou est-ce qu'il y a des frictions ? Frictions, je peux parler, non ? Alors, Olivier Dupont, oui. On vous écoute. Oui. Pour compléter, avant de répondre à votre question sur la formation, j'ajouterais que nos policiers à nous ont 6 séances de tir annuelles encadrées par un instructeur. Mon propos est à confirmer, mais je pense que c'est une quantité de séances supérieure à ce que aux séances faites par la gendarmerie, puisque moi je suis en zone
gendarmerie. Pour revenir sur ce que vous disiez sur l'articulation, tout dépend des hommes et tout dépend du lieutenant et de la politique du département en termes de sécurité et de cohésion entre la gendarmerie nationale et les polices municipales. Nous, ça fonctionne plutôt bien. On a une convention de coordination signée par le préfet, le procureur de la République, les communes et les forces de gendarmerie. Et ça travaille plutôt bien. Il y a des choses qui sont faites ensemble. Quand il y a besoin d'un renfort de police municipale, les gendarmes appellent et vice-versa. Il y a des opérations qui sont faites ensemble et la cohésion fonctionne plutôt bien. C'est vrai que les gens, malgré le fait qu'on communique souvent le numéro direct de la police municipale dans nos revues, sur nos réseaux, parmi les commerces, naturellement, les gens sont encore plus souvent à appeler le 17 et à appeler la gendarmerie. Joachim Pueyo, on vous laisse conclure peut-être et nous répondre justement sur cette cohésion et cette façon de travailler entre police municipale, police nationale, je pense à Alençon. Pour revenir sur l'armement de la police municipale, effectivement, il y a une formation initiale, il y a des agréments et ensuite il y a une formation continue que j'ai mis en place. Par ailleurs, nous proposons également, dans l'avenir, aux policiers municipaux d'avoir peut-être d'autres fonctions. Je pense recourir au contrôle de l'identité exacte, généraliser la verbalisation immédiate pour toutes les infractions du quotidien et de donner l'accès aux policiers municipaux. Effectivement, on a des propositions, d'ailleurs, que ce soit Ville-de-France où l'association France Urbaine a fait une série de propositions, et ça c'est les maires qui prendront la décision. Donc l'armement était pour moi nécessaire. Quant au lien entre la police nationale et municipale, nous on a mis en place un GPO, donc un groupement partenarial opérationnel qui se réunit toutes les semaines, donc police municipale, police nationale, pour faire le point sur les difficultés, sur le rôle de chacun. Puis avec Madame le procureur, on a mis en place, ça se fait dans beaucoup de villes d'ailleurs, un groupe local de traitement de la délinquance dans lequel effectivement nos services sont présents avec la police nationale et puis les services du parquet. Donc il y a un travail de coopération qui me paraît très important. Et je pense que le fait d'armer la police municipale, ça va permettre ensuite, on ne sait pas trop, il y avait à Beauvau, vous devez travailler sur la façon dont on pouvait faire évoluer les missions de la police municipale, sans bien évidemment mettre en cause la police nationale qui a quand même un rôle important dans la sécurité publique, mais je pense que nous on a un rôle également dans la tranquillité, et donc il faut renforcer effectivement les compétences de la police municipale, d'où d'ailleurs l'intérêt d'armer nos policiers municipaux. On aura encore certainement l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Thierry Millet, conseiller municipal d'opposition à Mérignac, Olivier Dupont, maire de Vierme, Joachim Pueyo, maire d'Alençon, Cédric Michel, président du syndicat de la police municipale. À très bientôt sur Sud Radio. Et puis nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour parler des motards en colère. Il y a une mobilisation ce week-end. Alexandre Jardin, vous en faites partie, je crois. On en parle dans un instant. Et pour réagir, 0826 300 300, à tout de suite. Les zones à faible émission dont la suppression avait été votée en juin par les députés vont-elles vraiment disparaître ? Rien ne le garantit encore, on va vous expliquer pourquoi, et c'est la raison pour laquelle la Fédération française des motards en colère, le collectif Les Gueux et la Ligue de défense des conducteurs appellent à une mobilisation nationale ce week-end. Alexandre, ça vous concerne et ça concerne votre invité Jean-Marc Borelli, coordinateur de la FFMC. Bellotti. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Borelli. Pardon, Bellotti, bah oui, voilà. De Paris, coordinateur de la FFMC de Paris et Petite Couronne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, il y a une chose très importante pour tous les gens qui nous écoutent. Il faut qu'ils sachent que, d'abord, les ZFE ne sont pas encore abolis. L'abrogation a été votée à l'Assemblée nationale, mais là, tout début octobre, il va y avoir une réunion entre le Sénat et le... Commission mixte paritaire. Voilà. Et c'est une étape fondamentale. Tout peut encore être perdu. Donc, on va remettre un coup de boost, un coup de pression populaire. Et moi, j'y serai demain à 17h devant la mairie de Paris, avenue Victoria, pour clairement dire que on n'est pas d'accord pour la moindre ségrégation en France. Parce que, évidemment, les ZFE, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on n'a pas les moyens de changer de voiture, ben, on est interdit de ville. Et on s'est tous battus parce que ça a une dimension sociale, ça correspond à une crise sociale potentielle épouvantable. Et je voudrais que tous les gens qui nous écoutent se rendent compte que, grâce aux motards en colère, qui se sont mobilisés avec les Gueux, avec les Forains, avec d'autres associations,
on est arrivé à faire un énorme mouvement populaire qui a convaincu 78% des Français. Et c'est ce qui a permis le vote à l'Assemblée nationale. Mais étape par étape, on doit maintenir la pression. Pourquoi ? Parce que même si ça se passe bien entre le Sénat et l'Assemblée, il y a toujours le risque que le Conseil constitutionnel invalide. Et ça voudrait dire qu'on reviendrait à la position initiale, qui serait une catastrophe sociale, mais historique. Donc pour éviter ça, vous venez avec nous. Pour tous ceux qui sont en région parisienne, à 17h devant la mairie de Paris, avenue Victoria, et vraiment, Jean-Marc Bellotti, on vous remercie, parce que ce que vous le faites pas que pour vous, vous le faites pour l'ensemble des Français. Et alors qu'on est dans une société où tout le monde se bat pour son petit bout de fromage, vous vous battez pour le pays. Oui, tout à fait, parce qu'il y a deux rassemblements. Hein. D'ailleurs, il y a un premier rassemblement pour les motards qui se passera avenue Foch, au niveau de la Porte Dauphine. Donc, rassemblement à 14h avec un départ du cortège, c'est un cortège roulant, qui se rendra effectivement à la mairie de Paris. On devrait arriver aux alentours du 17h, et là, on donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui, cyclistes, piétons, automobilistes, et à tous les gueux. Toutes celles et ceux et tous les gueux et toutes celles et ceux qui sont contre les aides-feux. Et ce que je voudrais souligner surtout, parce qu'aujourd'hui, quand on essaye de défendre une idée, on est tout de suite taxé de populiste, climato-sceptique, enfin tous les noms en iste et en hic. Alors que tout simplement, il n'est pas question aujourd'hui de se battre contre l'écologie, mais c'est pas du tout ça. Non. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre, et aussi bien les motards que les autres. On est bien conscience qu'effectivement il y a des enjeux écologiques, mais on se bat contre des mesures qui nous semblent totalement inadaptées et surtout totalement antisociales. C'est-à-dire que à un moment donné, pourquoi on va faire payer aux plus démunis le prix de l'écologie et pourquoi ce serait eux qui devraient être au front à un moment donné. Quand on nous parle d'aide, etc., on va donner des aides aux gens pour changer de voiture. Déjà, c'est de la surconsommation parce qu'on va refabriquer des bagnoles. Et puis deux, il nous a pas échappé que la dette du pays, elle est monstrueuse et que les aides, elles vont pas arriver tout de suite, voire pas du tout. Donc, à un moment donné, ces gens-là qui n'ont pas les moyens de circuler, qui n'ont pas de transport en commun chez eux. Alors, les grandes villes, c'est pas le cas parce qu'on a des transports en commun, mais celles et ceux qui veulent rentrer dans les grandes villes ou celles et ceux qui n'habitent pas dans les grandes villes et qui vont travailler en région où il n'y a pas de transport en commun. Alors comment ils font ? On les laisse sur le bord de la route. C'est ça qu'on dénonce, nous. Vous voyez, c'est ça que les motards en colère dénoncent. Et merci Alexandre de dire qu'on se bat pour tout le monde, parce que là, c'est pas un problème motardo-motardesque, c'est un problème national qui concerne tout le monde. Alors, parfois, nous avons des combats spécifiquement motards, comme le contrôle technique, ou d'autres, ou les rails de sécurité, ou d'autres combats. Mais là, c'est vraiment un combat pour tout le monde. Et nous ne sommes pas des populistes, nous ne sommes pas des climato-sceptiques, nous cherchons simplement à faire entendre raison à ces gouvernants qui voudraient éradiquer les plus pauvres des villes. Voilà, et ça, on ne peut pas l'entendre, ça. Oui, on ne peut pas purifier l'air des riches en virant les pauvres. Tout à fait. En gros, c'est aussi simple. Vous l'avez dit, les ZFE, on a surtout parlé des conséquences sur les automobilistes, donc ceux qui possèdent des voitures. Ça concerne aussi les motards. Ça concerne en proportion, quel pourcentage des motards ? Alors, les vignettes critères sont les mêmes et ça va, concerner une bonne proportion des usagers de deux roues motorisés, parce qu'il faut savoir que les usagers de deux roues motorisés, les motards spécifiquement, entretiennent bien leur véhicule. Oui. On n'a pas le même rapport, les motards, avec nos motos que les automobilistes avec leur voiture. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est contre le contrôle technique. Donc, il y a pas mal de motos qui sont anciennes, qui sont très bien entretenues, qui risquent d'être interdites. Et alors, en plus, excusez-moi du peu, mais les usagers de deux roues motorisés, ils ont une spécificité. Parce qu'au départ, on était parti pour se battre pour nous, uniquement pour les motards, parce qu'on a des spécificités. Et c'est ensuite qu'on s'est dit, mais non, mais quand même, on va pas se battre que pour nous, parce qu'il y a quand même des pauvres gens qui ont des voitures qui peuvent pas circuler, on va pas les laisser sur le bord de la route. On a un pouvoir de mobilisation très important, donc on va l'utiliser. Notre spécificité, c'est quoi ? C'est qu'on est ultra mobile. On n'émet pratiquement pas de particules fines, puisque les particules fines, elles sont émises par le diesel. Il n'y a aucune moto qui roule le diesel, c'est que de l'essence. Les particules fines sont également émises
par le freinage et par l'abrasion des pneus sur la route. Donc plus un véhicule est lourd, plus il est gros, évidemment, plus il émet de particules fines, énormément, et notamment les véhicules électriques. Oui. Et puis, nous, on n'a que 2 roues. On n'a que 2 roues, donc un système de freinage beaucoup moins important. Voilà. Donc, à même distance, on va rouler beaucoup moins longtemps, puisqu'on n'est pas soumis aux embouteillages. Vous voyez ? Donc, on a des spécificités qui font que les 2 roues motorisées ne devraient même pas être inclus dans les ZFE, c'est-à-dire qu'en gros, ils devraient pouvoir circuler dans les ZFE. C'est ce qui se passe à Bruxelles. En attendant, c'est ce qui se passe à Bruxelles. Parce qu'il faut juste s'inscrire et les 2 roues motorisées ont le droit de circuler. C'est ce qui se passe dans plein d'autres villes en Europe. Mais nous, on a décidé de ne pas se battre que pour nous. Même si on a ces spécificités, on a décidé de se battre pour tout le monde. Voilà. Parce qu'on pourrait très bien tirer notre épingle du jeu et s'en sortir c'est pour ça que c'est un combat qui rassemble des gens très généreux, qui se battent pour les autres. Et puis, il y a aussi la solidarité, surtout, voilà. C'est de vraie solidarité entre citoyens. Il y a un peu de solidarité qui rentre en France, et surtout que les gens qui sont solidaires dans les combats. Moi, je trouve ça vraiment inadmissible et insupportable de se faire traiter de tous les noms par les partis adverses, parce que là, on essaye d'opposer des gens les uns contre les autres. Non, tous les cyclistes sont pas des abrutis qui grillent les feux, parce qu'il y en a qui se comportent bien. Tous les motards sont pas des écervelés qui roulent sur une seule roue à l'arrière, parce qu'il y en a qui se comportent bien. Les automobilistes sont pas non plus tous des fous furieux. Bref. On veut lutter contre les généralités. Voilà, on essaye d'opposer les gens les uns contre les autres. Ça, c'est inadmissible et c'est insupportable. Donc, à un moment donné, oui, il faut qu'il y ait un peu de solidarité dans ce pays pour pouvoir faire entendre la voix de la population. Alexandre le disait tout à l'heure, on a fait un sondage Ipsos. 78%, pratiquement 78% des gens sont contre les ZFE. Ils sont pas contre l'écologie, ils sont contre les ZFE. Ouais. Mais quand vous entendez, il y a pratiquement 90% des gens qui sont pour, effectivement, une prise en compte de l'écologie. Donc on est tous d'accord là-dessus. Mais pas les ZFE. Voilà. Donc, écoutons. Et la mobilisation demain à 17h devant la mairie de Paris, elle est fondamentale pour une autre raison. C'est que même si on gagne, même si l'abolition est acquise, même si on repart pas dans des folies, si le Conseil constitutionnel tout à coup attaquait ça, il y a un très gros risque qui nous pend au nez. Il y a en ce moment des décrets de durcissement des contrôles techniques qui se préparent. C'est comme s'il y avait un lobby écolo qui était en train de déclarer la guerre à la société. Et ça, on va rester très mobilisés. C'est aussi pour ça qu'il faut venir demain, pour dire que les logiques d'exclusion, parce qu'en fait c'est ça, et si on durcit encore en 2026 de manière dramatique le contrôle technique, ça sera une énorme ZFE qui ne dira pas son nom, invisible, et qui exclura des quantités extraordinaires de citoyens. Ils vont faire entrer par la petite fenêtre ce qu'ils n'ont pas pu en faire entrer par la porte. Oui. Si jamais on gagne là-dessus, effectivement, ils vont mettre en place d'autres manœuvres justement pour exclure, encore une fois, ceux qui n'ont pas les moyens, parce que c'est toujours la même chose. C'est là où est le vrai problème, en fait. On reparlera d'ailleurs sur le contrôle technique qui avait été annulé, en tout cas par vote au Sénat et à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et il y a une pétition d'ailleurs sur le site de l'Assemblée nationale, 55 000 signatures actuellement pour supprimer ce contrôle technique. Merci beaucoup. Alors je ne vais pas écorcher votre nom. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti pour votre intervention. On souhaite bon courage pour cette manifestation demain. Et puis vous, chers auditeurs, restez bien avec nous. Dans un instant, on essaiera de comprendre un petit peu les conséquences de cette condamnation de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy avec maître Guilain Benessa. N'hésitez pas à réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a donc été reconnu coupable d'association de malfaiteurs hier. Il a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé par le tribunal correctionnel de Paris. Une association de malfaiteurs, selon le jugement, avec en première ligne plusieurs de ses proches. D'abord son directeur de cabinet de l'époque, Claude Guéant, son ami Brice Hortefeux et enfin l'intermédiaire Ziad Takieddine. Le but des quatre hommes, selon le jugement, était le suivant: obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'obtenir un financement de la campagne. En épluchant les comptes de campagne, les juges n'ont toutefois retrouvé aucune trace d'argent libyen, aucune preuve que les discussions aient atteint leur but. Nicolas Sarkozy a donc été relaxé des accusations de corruption et de financement illégal de campagne électorale. Le tribunal ne peut pas établir avec certitude qu'il y avait plus de 35 000 euros en espèces dans cette campagne, même si cela ne peut pas être complètement exclu, peut-on lire dans le jugement. Maître Guilain Benessa, bonjour. Bonjour. Cette condamnation est-elle juste, finalement, Guilain Benessa ?
Alors, écoutez, non, juste, c'est pas le terme. C'est-à-dire, je vais être clair. Je mets à la place une seconde de Nicolas Sarkozy et peu importe à la limite la figure ou pas, qu'on apprécie ou pas Nicolas Sarkozy, c'est pas le débat. Il a entendu le prononcé d'un jugement interminable, 400 pages, donc entendu en temps réel. Faut se mettre à la place d'un justiciable, quel qu'il soit. Ouais. Il a vu égrener des chefs d'accusation qui tombent les uns après les autres. Donc je suppose qu'il a dû avoir un espèce de soupir de soulagement en se disant finalement le coup près ne tombera pas. Et finalement est retenu l'association de malfaiteurs avec tout ce qu'on entend de chefs abandonnés avant cela. Et pour cela, il écope de 5 ans de prison, c'est-à-dire presque autant que les réquisitions initiales, alors même que 3 chefs de jugement sont tombés sur les 4. Ce qui veut dire que encore une fois, j'essaye, parce que j'en parle depuis hier naturellement, comme pas mal de confrères d'avocats qui interviennent sur ces sujets, il faut se mettre à la place d'un justiciable, et dans ce cas de figure spécifique, c'est évidemment l'ancien chef de l'État, c'est une condamnation extrêmement lourde, et surtout les conséquences sont extrêmement puissantes, à la fois pour lui, mais pour le pays, les institutions, l'esprit du temps. Ça signifie quelque chose, on va dire, d'un tournant judiciaire et d'un rapport entre le politique et le droit. Ceux qui refusent de le voir à droite, à gauche, en dessous, en bas, d'ailleurs, etc., ne comprennent rien au coup de tonnerre d'hier, quoi qu'il en soit, et je précise, quoi qu'il en soit, de ce qu'on peut penser personnellement ou non de Nicolas Sarkozy. Si on résume, il a été condamné alors qu'il a été relaxé de l'essentiel de ce dont on l'accusait. Donc c'est ça qui trouble entièrement le pays. Parce que s'il avait été condamné pour tous les autres motifs, tout le monde aurait trouvé ça naturel. Mais tout à coup, on a l'impression que, au fond, une justice politique peut s'abattre sur un opposant politique, puisqu'il n'est plus nécessaire, au fond, d'apporter la preuve. Et est-ce qu'on n'entre pas dans une toute autre société ? Alors, 2 choses. En fait, pour braquer le faisceau sur le présent et comprendre ce qui nous attend, à mon avis. Oui. Sur le présent, très simple. Au-delà de lui, au-delà de lui. Exactement. Pour braquer une seconde le faisceau sur l'actualité, ce qui est arrivé hier, c'est que finalement, la baudruche qui a été montée depuis 10 ans, plus de 10 ans, par la justice, était montée autour d'un élément central. C'était le pacte de corruption faustien. C'est ce qu'on disait à l'époque, un pacte de corruption faustien entre on va dire, la Sarkozy et la Libye. Donc, un échange de bons procédés entre un chef d'État démocratiquement élu et un dictateur. C'était ça le fond du dossier complètement ahurissant dont on entend parler depuis très longtemps. Cet élément précis n'a pas été retenu, d'autant que l'une des pièces centrales, la note de Mediapart, semble-t-il est un faux, c'est ce qu'a dit le juge hier, ce qui veut dire que sur cet aspect-là, on frappe fort, alors qu'effectivement, la baudruche s'est vidée de sa substance en cours d'audientière. Ça veut dire quoi ? On n'a pas grand-chose, mais on tape quand même très fort. C'est une leçon terrible. Mais pour prendre du champ, et pour répondre clairement à votre question, Alexandre Jardin, il faut comprendre ce dossier dans les 50 dernières années du rapport entre la justice et la politique. Vous en savez quelque chose ? Vous parlez régulièrement du Conseil constitutionnel sur la question des ZFE et de tout un tas de sujets. Vous en parliez avant. En fait, il faut comprendre, c'est une longue histoire, mais que depuis les années 70, les politiques, à moitié consciemment, à moitié inconsciemment, ont confié les clés du camion aux juges. C'était l'ère du temps, c'était mieux la règle de droit, le politique c'était sale, la décision politique c'est dur, et les juges se sont infiltrés, et petit à petit, en droit administratif, en droit pénal, en droit civil, peu importe, leur marge d'appréciation est devenue gigantesque, à tel point que finalement, ils ont un pouvoir désormais qui est bien supérieur à celui qu'ils avaient il y a 50 ans. Et c'est valable pour les juges européens, pour les juges du Conseil constitutionnel, c'est une matrice générale. Quand on comprend l'évolution de cette matrice, on comprend aujourd'hui que hier, il ne s'agit pas de Nicolas Sarkozy uniquement. Il s'agit de la clé de voûte de nos institutions qu'on a coupée comme on a fait tomber la tête du roi. C'est-à-dire que c'est une révolution judiciaire très longue qui aujourd'hui a connu un coup près, une espèce de coup de massue. Et encore une fois qu'on le veuille ou non, c'est cette idée même d'une institution ratiboisée de sa tête, d'un homme qui a critiqué les magistrats. C'est dans ce cadre-là et cette configuration qu'on comprend ce qui se passe. Sinon, on a des petites critiques, des petites compréhensions, on n'y comprend rien à l'actualité et dans le temps judiciaire que nous vivons aujourd'hui. Donc vous décrivez clairement une crise de système.
véritablement la dérive d'un système où tout à coup il y a une autonomisation du monde judiciaire et ça pose un problème de démocratie considérable parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Tout à coup, le judiciaire est en roue libre, il est hors de contrôle démocratique. Comment on sort de cette évolution sociétale qui est quand même cauchemardesque? Parce que il y a une part d'arbitraire et comme tout le monde sait qu'il y a une partie de la magistrature qui est très engagée politiquement, ça crée une suspicion, ça crée un énorme malaise dans la société. Comment on sort de cet enfer? Alors, en fait, l'erreur, à mon avis, l'une des erreurs, c'est de ne voir la question Sarkozy ou le dossier Sarkozy qu'à l'aune de la politisation à gauche d'une partie de la justice. La droite en parle. Je ne dis pas que c'est faux. Il y a énormément de choses à dire sur le mur des cons, le NM, la formation des magistrats, etc. Très bien. Mais en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est beaucoup bien plus puissant et c'est un sac de nœuds beaucoup plus profond. Je vous donne un exemple très spécifique. Si la primauté européenne aujourd'hui nous empêche de légiférer sur un ensemble de points, de prendre des décisions sur l'écologie, l'environnement, je disais les ZFE tout à l'heure, c'est parce qu'un jour, un juge français, a validé la primauté européenne dans l'alcôve de la Cour de justice de l'Union européenne que personne ne connaît. C'est-à-dire qu'une voix fait basculer tout un système vers aujourd'hui ce qui nous étrangle. Une voix, pas 12, pas 15, pas 50, une voix. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de situation de configuration, c'est ce qui se produit depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on a mis un ou deux hommes à des leviers spécifiques, qui ont voté de façon spécifique, avec un champ idéologique clair, et qui ont mis en place une sorte de système avec des verrous. Jean Monnet appelait ça les petits pas, mais en fait c'est des verrous successifs qu'on a mis en place pour concevoir la machine, la bécane. Et le défaut des politiques, faut le dire aussi, c'est que pendant longtemps, ils ont refusé d'en parler. Ils ont dit finalement, c'est normal, c'est l'air du temps, etc. Et aujourd'hui, du coup, ce qui se passe, c'est que Nicolas Sarkozy, notamment sur l'exécution provisoire, il souffre d'un dispositif que les politiques ont validé pour donner encore plus de pouvoir aux juges. Et en somme, c'est l'arroseur arrosé. On a laissé les juges prendre de l'autonomie, on les a laissés beaucoup trop longtemps ainsi, et forcément aujourd'hui, les barreaux de la prison de Nicolas Sarkozy, ce sont les juges eux-mêmes qui les ont forgés avec l'assistance implicite des politiques. Et aujourd'hui d'ailleurs, toute une partie de la gauche qui se réjouit de la défaite de Nicolas Sarkozy devra faire attention, parce qu'un jour ou l'autre, elle finira également derrière les barreaux. Les juges seront également contents de les mettre derrière. Et finalement, on se dira, le coup d'État contre Sarkozy va se reproduire contre l'un ou l'autre d'ici 1 an, 2 ans ou 10 ans. Le coup de balai s'accélère grâce aux juges qui, pourtant, toute l'année, râlent contre ceux qui sont les populistes dégagistes. Eh bien, à suivre donc, et puis à voir aussi si l'actuel président de la République graciera l'ancien président de la République. C'est une question qu'on peut se poser. Merci beaucoup, Maître Guilain Benessa, de nous avoir éclairé sur cette condamnation de Nicolas Sarkozy. À très bientôt. Et puis, chers auditeurs, pour réagir, 0826 300 300. On se retrouve dans un tout petit instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. D'un côté, la révolte des agriculteurs mobilisés partout en France aujourd'hui. De l'autre, une leçon de sagesse paysanne presque. Quel avenir pour nos campagnes? Le salut viendra-t-il des villages, des bourgs et non des villes? C'est l'occasion pour vous de nous appeler 0826 300 300. Et puis on en parle avec nos 3 invités. Philippe Royer, auteur de Fils de paysans aux éditions Fayard. Vincent Louot, sénateur Horizon d'Indre-et-Loire. Et Jérôme Bail, éleveur bovin en Haute-Garonne. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vincent Louot va nous rejoindre. Avant, pour commencer, Jérôme Bail, je voudrais que vous puissiez vous exprimer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde agricole? Parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément l'ampleur de ce qui vous arrive. Et vous qui nous nourrissez, donc vous qui êtes absolument fondamentaux. Et puis ensuite je me tournerai vers vous, Philippe Royer, parce que vous avez écrit un livre, Fils de paysans, qui donne de l'espoir. Et puis on sera accompagné par, je vois qu'il nous rejoint, Vincent Louot, sénateur, mais qui est aussi, et c'est assez rare au Parlement, qui est aussi agriculteur. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment, Jérôme Bail? Je rappelle que vous êtes éleveur bovin en Haute-Garonne. Jérôme Bail. Bail. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe et que les gens n'entendent pas? Il se passe tout simplement, c'est que l'agriculture française est sacrifiée au profit de l'industrie européenne et l'agriculture même européenne, mais sachant, on va parler plus particulièrement de l'agriculture française, puisqu'on a une agriculture qui aujourd'hui est la plus stricte, mais la plus verdoyante du monde, et on veut nous sacrifier, on veut nous imposer, nous, de produire de moins en moins, de tout simplement pouvoir plus produire pour importer de la nourriture qu'on nous interdit totalement de produire ici. On peut parler aujourd'hui de l'accord UE-Mercosur qui est quasiment acté, mais on se battra jusqu'au bout pour le défendre. Et cet accord-là, par exemple, va autoriser les Français, et moi je dis même imposer aux Français, puisqu'avec le manque de pouvoir d'achat, les Français vont se pencher sur de la nourriture pas chère, à moindre coût. Les gens qui fabriquent des plats cuisinés vont mettre de cette nourriture-là, qui vient des pays du Mercosur, qui ne respectent aucune norme environnementale, aucune norme sanitaire. Par exemple, on peut parler du bœuf, qui est tout simplement du bœuf engraissé avec des produits OGM, qui est interdit en France depuis 30 ans, et des hormones de croissance, qui est interdit en France depuis 40 ans, tout simplement. Alors, on va nous interdire, nous, de le produire. Ça, on le comprend et on le conçoit et on le respecte. Mais par contre, on n'autorise pas les Français de le manger. En clair, on marche sur la tête. C'est-à-dire que on est en train d'importer des produits qui incorporent des produits absolument interdits pour vous. Oui, on peut parler de la céréale, hein. On peut parler du maïs qui va être importé ou de la betterave pour faire du sucre, qui utilise 75% de produits phytosanitaires qui sont interdits par l'ANSES, l'Institut national en France, tout simplement. Donc, comment on peut accepter de ne pas produire, de ne pas l'utiliser, mais par contre, on peut l'accepter de le manger. Nous, c'est cette totale incompréhension qu'on n'accepte plus, et peut-être le fait que nous, on ne peut plus produire et qu'on nous interdit et que nous, on disparaît petit à petit. Hein. En 20 ans, c'est 50% des agriculteurs qui disparaissent. Et malheureusement, il n'y a pas plus tard que 2 jours, c'est encore un viticulteur qui a mis fin à ses jours au milieu de sa vigne. Donc nous, c'est ça qu'on veut combattre, en fait. Vincent Louhault, vous êtes sénateur, mais vous êtes aussi agriculteur. Je dis ça parce que vous n'êtes pas nombreux au Parlement à avoir véritablement une double casquette. Je sais que vous êtes bouillant de rage. Qu'est-ce que vous avez envie de hurler aux autres membres du Parlement? Je dis ça parce que vous avez apparemment une couleur politique, mais je vous suis de près. Et je vois bien qu'avant tout, vous êtes une voix de la ruralité et que c'est tripal chez vous. Vous venez d'entendre ce témoignage. Qu'est-ce que vous voyez, vous, au Parlement, dans le monde des partis? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on tolère un tel niveau de délire? Bonjour Alexandre, ce qui se passe c'est tout simple, c'est que l'agriculture ne représente plus rien, c'est que les agriculteurs aujourd'hui s'en rendent bien compte. L'agriculture c'est pas beaucoup, c'est même pas 2% du PIB, l'agroalimentaire c'est pas plus de 2% du PIB, alors que le tourisme pèse 7 à 8%. Donc aujourd'hui on est un peu délaissé, mais l'industrie est délaissée, on a des sujets d'énergie où ça va pas comme il faut. Aujourd'hui les agriculteurs, ils ont passé un été noir en fait, un été terrible pour eux. Ça a commencé avant la moisson avec un accord de quasi libre-échange avec l'Ukraine. On continue pendant l'été avec une pétition poussée par des extrêmes et des gens qui font peur, avec un conseil constitutionnel qui dit que dans la loi du plomb, il y a beaucoup de choses à enlever. Pour finir l'été, on signe le Mercosur et pour clôturer le tout, on fait une récolte à peu près convenable pour certains endroits ou voire bonne, et les prix baissent de 30 à 40%. Donc aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui sont complètement abasourdis entre le discours national où on nous fait tous des bisous, on veut tous plus d'agriculture et une agriculture durable et viable, alors qu'elle est en train de mourir tout simplement. Une grande résignation, une grande colère dans la campagne, mais j'ai envie de dire, les gens ont même plus envie de manifester. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que de toute façon, on les a lâchés. Ils sont sortis il y a 2 ans très lourdement. Il s'est rien passé. La mise en conformité de la simplification de l'Europe n'est toujours pas faite.
Les accords omnibus ne sont pas mis en place pour la France. Ça devrait être l'enjeu pour le prochain ministre de mettre à jour toute la simplification prévue par l'Europe. Et puis le problème des prix, il faut qu'on traite le problème des prix. On ne peut pas accepter de vendre du blé au cours de Chicago avec des Russes et des Ukrainiens qui font écraser le prix du blé parce que c'est un sous-produit de la guerre. Donc comme tout est indexé sur le blé, eh ben vous pouvez voir, tout est en train de se casser la figure, le lait est en train de s'effondrer, donc dans 2-3 mois on aura une crise laitière. Je vous parle pas des viticulteurs qui sont au bord, on a la moitié des coopératives qui sont en semi-faillite, il va falloir arracher 200 000 hectares de vignes. Donc vous voyez, aujourd'hui on est sur une zone de guerre ou sur une guerre longue de tranchées où les paysans se disent ça va jamais s'arrêter. Et on sortira jamais de l'ornière. Bon, il n'est même pas question que ça s'arrête pas, parce qu'il s'agit quand même de notre bouffe. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même. C'est quand même notre survie. La bouffe. Oui, c'est mais notre. La bouffe, je l'ai dit 10 fois. Notre souveraineté. Oui, mais la bouffe, on a fait de la souveraineté alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, Alexandre, vous pouvez l'avoir en important d'Ukraine et du Mercosur, toute la bouffe que vous voulez. Et vous aurez toujours la souveraineté alimentaire, alors que moi, je défends la souveraineté agricole. La souveraineté agricole, c'est quoi la différence? La souveraineté agricole, c'est produire en France et en Europe ce qu'on bouffe en France et en Europe. C'est quand même simple à comprendre. La souveraineté alimentaire, c'est vous fournir à vous, les Parisiens, de la nourriture pour pas que vous mouriez de faim. Mais elle peut venir d'Ukraine et du Mercosur. Donc ça, je peux pas l'accepter. Donc aujourd'hui, on est dans un délire le plus total où on a échangé l'agriculture contre des voitures et tout un tas de choses d'Alcatel et tout un tas de choses. Bon, bah, dont acte. Moi, je dis juste que les paysans, ils sont pas complètement neuneux. Les paysans, ils avaient pas peur du Mercosur, du bœuf aux hormones. On sait bien qu'on mange pas de bœuf aux hormones en Europe. Ils ont pas trop peur de ça. Mais comme ils sont en train de mourir, et c'est de longue date, le Mercosur n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Jérôme Bel, je vous voyais en train de bouillir. À un moment, vous avez. Bouillir, non, mais je veux compléter ces propos. Le problème, c'est que la souveraineté alimentaire, elle y sera par les pays étrangers. Et surtout, elle y sera à moindre coût, puisque le panier en France moyenne de viande, c'est 13 € le kilo. Les pays du Mercosur, c'est 4 €. Donc, ça arrange tout le monde, justement, que nous, on disparaisse. Mais quand il disait que 8%, le tourisme représentait 8% du PIB, s'il y a du tourisme encore en France, et moi je suis bien placé parce que je suis au pied des Pyrénées, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui restent pour façonner le territoire. Aujourd'hui, le monde rural est devenu un monde de consommation, mais pour qu'il soit un monde de consommation, il faut qu'on soit encore consommable. Et dans nos campagnes, quand il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus rien à consommer parce qu'il y aura que des ronces, des loups et des sangliers, quoi. Et des ours pour les Pyrénées. Et en fait, là, il n'y aura plus de tourisme. Et des incendies tous les 2 ans. Restez bien avec nous, messieurs. On vous redonne la parole dans un instant. Puis surtout, on accueillera Philippe Royer, auteur de Fils de paysans, notre bon sens commun aux éditions Fayard, dans quelques instants. Et puis, si vous souhaitez réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Midi 14h. La parole aux Français. Alexandre Jardin. La parole aux Français, on est ensemble jusqu'à 14h avec nos 3 invités. Philippe Royer, auteur de Fils de paysans aux éditions Fayard, Vincent Louot, sénateur Horizon d'Indre-et-Loire, et Jérôme Bail, éleveur bovin en Haute-Garonne. Philippe Royer, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Fils de paysans, donc notre bon sens commun aux éditions Fayard. Je voudrais lire quelques mots qui figurent dans votre introduction. Alors, ces mots sont les suivants. Les gens râlent, mais ils se sont, à vrai dire, habitués à être les témoins d'un spectacle pitoyable. Nos dirigeants n'ont plus de vision. Notre société manque cruellement de sens et nombre de nos compatriotes sont devenus de simples spectateurs d'une situation qui pourrait ressembler à une fatalité. C'est assez grave comme constat, Philippe Royer. Oui, c'est assez grave, mais c'est le constat que je fais. J'ai 59 ans, je suis fils d'agriculteur et de paysan. Je suis né en Normandie et j'ai travaillé pendant 35 ans pour l'agriculture et aujourd'hui j'accompagne des entreprises dans tous les secteurs d'activité. Et j'ai entendu avec intérêt, d'ailleurs je partageais globalement leurs propos, et des 2 personnes qui intervenaient avant moi. Et par rapport à ça, je fais le même constat que des difficultés de l'agriculture. Mais ce constat, malheureusement, il est beaucoup plus grave que ça dans notre pays. Parce que si l'agriculture n'allait pas bien, mais que les autres secteurs d'activité allaient bien, on pourrait peut-être se dire qu'on aurait les moyens de soutenir nos agriculteurs
agriculteurs et de trouver des solutions pour eux. Moi, je pense qu'on est vraiment au bout d'un modèle. On arrive à une somme de chaos qui fait que il faut vraiment qu'on arrête de penser que ce sera quelques inflexions du modèle et qui vont nous permettre de sortir. Je pense qu'on est devant une nécessité. Moi, j'ai l'espérance d'un changement de modèle. Je me dis qu'à un moment où tout est foutu, beaucoup de Français pensent que tout est foutu. On est peut-être pas loin de 70 à 80% des Français qui ne croient plus dans le système politique tel qu'il est. Moi, j'ai effectivement écouté Vincent Louot et je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais les gens qui sont dans la même majorité ont pendant 7 ans, 10 ans entretenu ces décisions-là et n'ont pas infléchi les choses. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment infléchir le modèle et il faut redonner une espérance. Voilà. Et ce bon sens paysan, moi, celui que j'ai connu il y a 20 ans, il y a 30 ans, on a besoin de le retrouver. On a besoin même d'en réirriguer l'agriculture. Je pense que l'agriculture, quand on entend qu'on demande des normes à des producteurs français, qu'on ne demande pas à d'autres producteurs, on est arrivé vraiment à un modèle où on marche sur la tête. Ce que disait notre premier intervenant par rapport à ça en tant qu'éleveur, et je partage complètement ça. Mais c'est la même chose dans l'industrie. J'accompagne beaucoup d'industriels, on leur demande des normes qui ne sont plus possibles. On met de plus en plus d'argent dans l'hôpital marche de moins en moins bien. On met de plus en plus d'argent dans l'éducation fonctionne de moins en moins bien. On a réussi à surdépenser 1000 milliards et on va de moins en moins bien. Moi, quand on a touché à tout ça, je me dis qu'il est temps de changer le modèle de manière radicale, mais pas de manière radicale pour aller vers une guerre civile, peut-être ce que nous proposeraient des gens par la haine, radicale pas pour aller vers une révolution, ce que peut-être d'autres nous proposeraient. Moi, je pense qu'il faut une radicalité de transformation de notre pays. Quand je prends l'exemple, quand dans la fonction publique de l'éducation nationale, on a 1 200 000 fonctionnaires et qu'il n'y en a que 800 000 qui rencontrent les élèves. Vous imaginez si un agriculteur sur sa ferme gérait comme ça, ou si un industriel gérait comme ça son activité économique, on serait tous en faillite. Il n'y a que l'État qui peut se permettre ça. Et pour moi, je pense qu'il faut vraiment tourner le modèle et je pense que c'est la société civile qui doit changer la donne par rapport à ça et qui doit vraiment créer cette impulsion d'espérance dans lequel on se lève et on prend en main notre destin en tant que citoyen et on explique aux politiques qu'il faut qu'on change de parti, parce que je pense qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de changer de parti. Et je sens que le livre est sorti depuis une semaine. J'ai beaucoup de messages, beaucoup de conférences et autres, parce que les gens, ils attendent ce discours positif. Ils en ont marre du discours qui épuise, qui rince, qui nous dit que tout est désuet. Et il faut absolument reprendre le destin de notre pays en main. Pour moi, je dis qu'on n'est pas loin du fait qu'il faut qu'on ait l'effet du général de Gaulle. Donc je cite dans mon livre, qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, le général de Gaulle? 3 choses majeures. Il aimait la France plus que tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose plus grand que lui. Et je trouve que le deuxième point, c'est que au moment où tout coulait, il a su se lever et réveiller la France. Et le troisième point, c'est que je pense qu'on l'a aussi beaucoup perdu. Je pense que Vincent Louot est quelqu'un d'honnête dans son engagement politique, mais pour beaucoup de politiques, ça a été perdu. Et je pense qu'on a oublié que la politique, c'était un service. Voilà. Et que la plus belle manière, le plus grand pouvoir qu'on pouvait avoir, c'était celui de servir. Et je trouve que je constate qu'il y a plein de politiques qui sont devenus des métiers de la politique. Ces gens ne savent pas faire d'autres métiers que d'être politique. C'est dramatique parce que s'ils perdent leur métier, si Vincent Louot perd son métier, il est encore agriculteur. Mais il y a plein de gens, s'ils perdent leur métier, ils n'ont rien. Et ça, on est arrivé vers quelque chose qui est complètement déconnant. Et il est temps vraiment de changer la donne. Et il est temps de se fédérer. Et moi, je crois à ce mouvement populaire, positif, plein d'espérance, parce que la France a beaucoup d'atouts, la France a beaucoup de ressources, on a des territoires fabuleux, on a et pareil pour la fonction publique, on a des infirmiers, on a plein de gens qui rêvent qu'on change de modèle. Moi, je pense que la dynamique actuelle du président de la République est terminée. Je pense qu'il faut qu'il y ait une démission du président de la République et que on bascule sur quelque chose de nouveau et que ce quelque chose de nouveau soit pas la politique du pire, mais la politique du meilleur. Et vous achevez justement, Alexandre, votre chapitre consacré au général de Gaulle en disant que vous espérez que se révéleront les hommes et les femmes dont le monde aura besoin. Ces hommes et ces femmes aujourd'hui
aujourd'hui, Philippe Royer, vous ne les voyez pas dans la politique actuelle. On posera aussi la question, bien sûr, au sénateur Vincent Louault. Qu'est-ce qui cloche, en fait, chez les politiques aujourd'hui ? Qu'est-ce qui cloche ? Moi, j'ai beaucoup étudié les cycles historiques des mutations qui se passent tous les 200-300 ans. À chaque fois, ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils sont la solution, alors qu'ils sont le problème. La sortie viendra forcément par des nouvelles personnes émergentes. De Gaulle a été complètement émergent. Il n'a pas choisi la facilité, celle d'aller à Vichy. Et donc, là où moi je suis optimiste, malheureusement, dans tout le chaos qui était dénoncé au début et que je partage, je me dis que plus on se rapproche du chaos important, on n'a jamais été aussi proche de l'émergence nouvelle possible. Et moi, je fais le pari de cette émergence nouvelle, et il faut le faire avec des personnes nouvelles. Et là, je dis que le bon sens paysan, celui qu'on a tous dans nos veines, là, tous les trois, parce que ça nous rejoint tous les trois, ce bon sens paysan, il peut rééclairer le monde, parce que il suffit de refaire des choses simples. On nous avait promis qu'on allait désendetter le pays de 40 à 50 milliards par an. Vous voyez, le bilan, on est à plus 1000 milliards au total. Donc tout ça, il faut réappliquer les choses, il faut fermer plein d'institutions qui ne servent plus à rien, mais ça veut dire qu'il faut une vision, il faut aller remobiliser les Français un par un. Les Français, et une vision ne suffira pas. Je propose dans le livre une vision, mais j'explique bien qu'il va falloir que chaque Français fasse un pas de côté. On est en train de débattre aujourd'hui, dans le cadre de la constitution du nouveau gouvernement Lecornu, de savoir qui va devoir faire l'effort. Tout le monde va devoir faire l'effort. Mais tout le monde va devoir faire l'effort, mais le problème, c'est que les Français sont plus prêts à faire des efforts parce que on fait des efforts dans un panier percé. Et donc, plus personne n'a envie de faire des efforts. Donc, Vincent, pour moi, il faut enlever les trous du panier. Il faut remettre quelque chose de solide et robuste. Et là, on va pouvoir refédérer les gens. Moi, je pense que les Français sont prêts à se lever positivement. Sinon, ça voudrait dire qu'on est tombé à un tel niveau d'égoïsme qu'on n'a plus de perspective pour les générations futures. Vincent Louault, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de Philippe Royer sur à la fois le changement de modèle et le fait qu'il faille mobiliser tous les Français pour changer de modèle essentiellement et trouver peut-être d'autres visages dans le milieu, dans la sphère politique française? Écoutez, le constat de Philippe Royer, on l'entend souvent, il est assez simple à comprendre, avec beaucoup de raccourcis, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on a une classe politique qui a été carnivore avec les nouvelles personnalités politiques, c'est-à-dire qu'on n'a plus de personnalité politique. Si vous regardez qui peut être candidat à la présidentielle, vous tombez sur 3-4 personnes. Si vous regardez le renouvellement politique, il se fait plus. Donc aujourd'hui, on a une difficulté à faire vivre cette démocratie. Et puis ce qui manque le plus dans tout ça, c'est le courage politique. Le bon sens paysan, vous savez, je suis le dernier agriculteur à être rentré au Sénat, sur la moitié du renouvellement du Sénat. Il n'y a pas eu d'autres agriculteurs. Dans 3 renouvellements, il y aura quasiment plus d'agriculteurs, on sera comme au zoo, plus que 5. Mais la réalité de tout ça, c'est le manque de courage politique. Ne pas toucher aux agences, ne pas toucher à la dépense publique. Les Français touchent tous les largesses de l'État, mais personne ne veut faire le début du commencement parce que c'est l'autre qui doit le faire. Donc, De Gaulle est arrivé en son temps, avait une stratégie et une vision, mais il sortait après-guerre. Il était juste après la guerre. Le contexte n'était pas du tout pareil. Il fallait reconstruire la France. C'était les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, il y a longtemps que les 30 Glorieuses sont finies et que notre capacité de croissance est plus à 10%. Donc, il faut de la réalité. Par contre, il faut énormément de courage. Et là où je vous rejoins, c'est que oui, il le faut faire envie à notre population pour qu'elle puisse suivre quelqu'un pour une présidentielle. C'est ce que j'essaie de faire en proposant des choses très massives. Mais pour faire l'envie, il faut pas que ça soit technocratique. Il faut pas que ça soit complètement déconnecté de la population, parce qu'aujourd'hui 50% des parlementaires sont dans le centre de Paris et sont très parisiens. C'est ça la réalité. Toute la sève politique est très parisienne. Et aussi, le second problème, c'est que on a une presse, un microcosme politique et médiatique qui fait que on n'écoute pas les territoires et on n'écoute pas les gueux chers à Alexandre Jardin. On n'écoute pas le paysan que je suis au Sénat. Vous savez, quand je vais voir l'administration du ministère de l'Environnement, ils me méprisent du regard.
Je sens encore le conflit de classe que je sentais quand j'étais en 3e dans mon école catholique, où les petits bourgeois me regardaient comme une sous-merde parce que j'étais un paysan. Mais là, c'est toujours le cas. Et on parle des chercheurs qui ont 70 ans, les 30 ans de vieillard, et on parle des sommités qui seraient pas les bonnes parce que c'est pas dans le politiquement correct. On a 2 millions de personnes qui votent une pétition et qui signent une pétition parce qu'ils ont peur et ils écoutent des marchands de peur et des docteurs Raoult des produits phytosanitaires. Donc voilà, on joue sur la peur et nous on est très démunis, les gens qui veulent avoir une ambition pour le pays, qui veulent avoir une stratégie pour le pays. Je me bats comme un diable, et Alexandre le sait, sur l'énergie, sur l'agriculture. Mais force est de constater qu'on est tout seul. On est 2 couillons, 3 couillons, 5 couillons à vouloir sortir de l'ornière de l'agriculture. 5 couillons à vouloir sortir la France du cul-de-sac énergétique sur l'énergie électrique avec le fait qu'on a démantelé et cassé notre outil nucléaire. On est tout seul face à des personnalités politiques sans goût, sans saveur, sans odeur. Eh ben, bien évidemment, les extrêmes montent. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont bons, parce que nous sommes nuls. C'est toute la question de cette émission. On en reparle dans un petit instant. Philippe Royer, restez bien avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. Alexandre Jardin. Avec Philippe Royer, Vincent Louot, Jérôme Bail, et on accueille un auditeur, Michel, qui nous appelle de Dax. Bonjour Michel, vous souhaitiez nous livrer un témoignage. Oui, bonjour Monsieur Jardin, bonjour à vos invités, bonjour. Merci de me donner la parole. Bonjour Michel. Moi, c'est très simple, j'ai essayé de faire court. Moi, j'étais agriculteur pendant 25 ans sur l'exploitation familiale. J'étais l'un des derniers de ma génération à s'être installé de 1990 à 2015. Et puis, l'exploitation... Quand mon frère, j'ai travaillé 25 ans avec mon frère également. Donc, quand mon frère est parti à la retraite, l'exploitation, elle a été vendue. Sa part a été vendue non pas à un GIA, mais à un agriculteur à côté qui a grossi. Donc, je voulais, par ce témoignage-là, je pense, je voudrais être optimiste, mais le problème, c'est que je crains que l'agriculture française se rapproche d'un système comme l'agriculture américaine. Moi, j'ai été entrepreneur de travaux agricoles. Je vois tout ce qui se passe un petit peu sur le terrain. Quand il y a des terres qui se libèrent, c'est pas un agriculteur qui s'installe, c'est celui qui est à côté qui grossit. Et j'ai l'impression que tout ce système-là est fait pour eux. Je vous vois opiner, Vincent Louot. Oui, j'opine parce que, vous savez, quand vous êtes en train de crever sur votre ferme de 150 hectares en céréales, ou avec 10 hectares de vignes, ou avec 3 hectares de vignes, vous n'avez pas le choix de diluer vos charges en agrandissant votre ferme, parce que la machine à vendanger, si vous avez un peu plus d'hectares, ça coûte moins cher. Et les céréales, c'est pareil. Et on a des injonctions contradictoires entre, d'un côté, un système qui nous pousse à l'agrandissement, parce qu'on est en train de crever, et donc il n'y a pas le choix, il faut faire plus de chiffre d'affaires pour diluer nos charges fixes, et un système qui nous dit il faut de l'agriculture familiale, il faut faire du bio, il faut faire des circuits courts, complètement déconnectés de la réalité de l'économie réelle. Et c'est ça notre problème. L'économie réelle veut quoi? De la bouffe à pas cher, parce que nos habitants, malheureusement, sont aussi dans la même situation que les agriculteurs. Ils n'ont plus d'argent, tellement ils se font ponctionner par l'État, et tellement ils ont aussi des difficultés pour vivre au quotidien. Donc la réalité, c'est qu'on a besoin de faire de l'alimentation accessible pour nos populations, qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui a évolué énormément depuis 20 ans sur les efforts de protection de l'environnement, de la protection animale. Vous savez, je donne toujours l'exemple, 60% de consommation d'antibiotiques en moins dans les élevages depuis 10 ans, 25% d'augmentation pour la santé humaine. Et ça veut dire que vous en mangez plus tous les jours, vous, et nous, les agriculteurs, on a fait 60% de diminution. Donc, on fait les efforts que personne ne veut faire, et en plus, on se fait maltraiter par des gens qui traitent les agriculteurs pour des moins que rien, qui portent atteinte à l'environnement, qui portent atteinte à la santé des personnes, avec des fake news sur les cancers, avec tout un tas de choses qui sont dites sur l'agriculture, alors qu'on essaie de faire de notre mieux au quotidien. Et on part dans la caricature permanente. Donc aujourd'hui, on est vraiment à un point de rupture. Vous vous rendez pas compte, moi j'ai des collègues à 40, 45 ans qui arrêtent d'être agriculteurs. Et comme l'auditeur vient de nous le dire, j'ai pas envie que l'agriculture devienne l'agriculture des États-Unis où 60%, 70% des agriculteurs sont plus réactifs.
Ils ont une ferme de 150-200 hectares et ils travaillent dans l'industrie autour pour pouvoir vivre au quotidien. Donc c'est pas ça l'objectif non plus. Donc je suis un peu remonté parce que vous m'avez tous chauffé. Mais aujourd'hui, il est temps de se réveiller, Alexandre. Il est temps de se réveiller. Jérôme Bail, un instant, Philippe Royan, on vous donne la parole dans un petit instant, mais Jérôme Bail, vous avez écouté le discours de Michel qui vient de témoigner à notre antenne. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous êtes d'accord avec le coup de gueule aussi du sénateur Vincent Louault? D'accord, je suis d'accord, mais aujourd'hui, tout simplement, c'est même plus des agriculteurs qui s'agrandissent, c'est des sociétés extérieures, des investisseurs qui viennent investir dans nos fermes, dans nos exploitations, sur nos terres. Je peux prendre un exemple. Je suis à la commission départementale SAFER pour l'attribution des terres. La commission cantonale attribue les terres à un jeune agriculteur. Le comité technique départemental attribue les terres à un agriculteur. Et au final, c'est le commissaire au gouvernement qui décide d'attribuer les terres à un investisseur. Donc la problématique, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, le monde agricole ne pèse plus rien. Il faut arrêter de se voiler la face. On ne pèse plus rien. On n'est plus considéré. Alors je vais faire une analyse des deux interventions qu'ils ont fait mes prédécesseurs. Mais aujourd'hui, 75% des hauts fonctionnaires français ne sont jamais sortis de Paris. Ils connaissent aucune problématique du monde rural. Je suis encore moins sûr qu'ils connaissent Montesquieu-Volvestre, où c'est que j'habite, mais ces gens-là m'imposent des lois et de comment je dois travailler. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je veux dire, c'est que quand j'entends des hommes politiques, alors je ne vais pas parler de monsieur le sénateur qui est agriculteur, mais ils sont très rares dans ce cas-là, mais quand j'entends tous les hommes politiques qui ont repris quand même ce mot du bon sens paysan, qu'on a remis en avant lors des manifestations de janvier 2024, je veux leur répondre une chose. De un, du bon sens, ils n'en ont pas, parce que s'ils en avaient, la France ne serait pas devenue ce qu'elle est en train de devenir. Et de deux, paysans, ils en sont encore moins. Donc ils ne parlent pas d'agriculture. Et qu'ils écoutent les gens qui font de l'agriculture. Jérôme, est-ce que vous pouvez répondre je vous vois réagir. Philippe Royer, peut-être. On vient d'entendre Jérôme Bail. Ouais, je voudrais réagir sur ce qui est dit. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Dans la même période, au moment où le nombre d'agriculteurs a été divisé par 2, on a doublé le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. C'est ça la réalité des chiffres. Ça dit tout de ce qui s'est passé ces dernières années. Ce schéma-là, il devient impossible parce qu'effectivement, on est dans une tyrannie économique d'un côté et on est dans une tyrannie administrative de l'autre côté qui fait que les agriculteurs eux-mêmes ne peuvent plus appliquer le bon sens paysan. Moi, je suis d'accord avec Vincent Louault, mais j'aurais tendance à lui dire vous devriez démissionner du parti présidentiel, d'un parti présidentiel, parce que les partis présidentiels aujourd'hui, vous avez dénoncé à juste titre les extrêmes par rapport à ça, mais on est dans un schéma de pompiers pyromanes. C'est-à-dire que c'est ceux qui fabriquent les extrêmes qui disent qu'ils sont en train d'en être les protecteurs. C'est faux. On fabrique des extrêmes tous les jours par rapport à ça. Et donc, seul un changement de modèle est nécessaire. Et moi, je peux comprendre la fatalité quand on est au cœur de ça, mais on a un peu de changer de manière radicale le modèle. Jérôme. Si les gens ne croient plus dans la capacité à changer de manière radicale le modèle, il faut qu'ils laissent le modèle aux autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils laissent les autres faire. Alors, excusez-nous, on a eu un petit bug. Merci. On remercie Michel d'être intervenu tout à l'heure. Et puis on accueille un autre auditeur, Patrick, qui nous appelle de Bègles et pour qui la solution passerait par une sortie de l'Union européenne. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Voilà, j'écoute l'émission là depuis 13 heures et il y a beaucoup de bonnes intentions, hein, mais tout ça en fait ne pourra être efficace que si on sort définitivement de l'Union européenne, parce qu'avec l'Union européenne on ne maîtrise ni la politique commerciale, ni la monnaie, ni les frontières. Donc résultat, qu'est-ce qu'on a? Des traités qui sont négociés avec le monde entier. Pourquoi? Parce que les pays européens, de l'Union européenne, ont délégué tout pouvoir de négociation avec les pays étrangers. Hein? On n'a pas de monnaie,
enfin, on ne maîtrise pas la monnaie, donc on n'a aucune action là-dessus. Et les frontières, eh bien, n'importe quel produit peut rentrer, il n'y a aucun contrôle. Hein, les poulets ukrainiens, le blé ukrainien, il peut rentrer gratos, il n'y a pas de problème. Mais par contre, un agriculteur qui va mal tailler sa haie, un agriculteur français qui va mal tailler sa haie, alors lui, par contre, il va manger bonbon, quoi. Vincent Loup, on vous laisse répondre à notre auditeur Patrick et puis répondre également à Philippe Royer. Oui. Moi, je veux bien qu'on se recroqueville sur nous-mêmes. Et il y a un principe de réalité. Il faut quand même pas nous la refaire à nous dire c'était mieux avant. Je vous rappelle que les périodes où on dévaluait le franc, vous aviez 30% de votre monnaie et de votre portefeuille qui disparaissaient dans la nuit et de votre compte bancaire qui disparaissait dans la nuit avec des taux d'inflation à 15%. Ça, c'est pour la monnaie. Et puis, monsieur, j'ai envie de vous dire, moi, je vends à 60% mon blé en Europe et à 30% à l'étranger. Sur les 60%, il y en a 30% à l'étranger. Alors, c'est bien beau de dire on va fermer les frontières. Mais quand vous fermez les frontières, c'est pour les deux sens. Les gens à qui vous fermez les frontières, ils vous disent quoi ? Ils vous disent poliment, va te faire foutre. Donc, vous expliquerez aux viticulteurs dont la moitié de la production de vin est exportée de France. Vous irez expliquer aux producteurs laitiers dont 60% de la production française est exportée en Europe et partout dans le monde. Donc moi, les fausses solutions comme ça, on se recroqueville sur nous-mêmes, c'est pas du tout la bonne solution. Par contre, oui, là où vous avez raison, c'est que l'Europe, c'est l'idiot utile du commerce. L'Europe, c'est quoi? C'est 70 avions qui se posent tous les jours pour Scheim et Temu, en duty free, sans taxe. Et parce que l'Europe, qui a la politique commerciale, c'est la seule politique qui est commune en Europe, c'est la politique commerciale, ils n'ont jamais vu et qu'il fallait faire un dossier unique des importations. Et donc, on a des milliards d'importations non taxées face à nos artisans et nos commerçants. Et puis sur l'agriculture, les idiots utiles de l'Europe, c'est d'accepter tout ce qui vient de l'étranger parce qu'on veut vendre des rames de train et qu'on est monnaie d'échange. Donc l'exception de l'agriculture, au même titre que la culture, va devenir une nécessité. Va devenir une nécessité dans les grands marchés. Je suis désolé de le dire, si l'Europe n'est pas en capacité de faire quelque chose pour ses agriculteurs et les protéger avec des normes, et la difficulté, je vais vous dire la grosse difficulté, c'est quand vous interdisez les OGM de rentrer en France. Depuis 30 ans, les OGM sont autorisés dans d'autres pays. Et comme il n'y a pas d'incidence sur la santé humaine et sur la biodiversité, les autres pays nous mettent au tribunal et nous font payer des millions et des millions d'amendes parce qu'on ne peut pas prouver que c'est nocif pour la santé humaine. Et donc, vous ne pouvez pas interdire dans la liberté de commerce mondiale, c'est peut-être pas une règle qui vous plaît, mais la liberté de commerce mondiale, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Autrement, plus personne vote de notre lait, de notre vin, de notre pain, et on restera comme des cons au milieu de notre France. Jérôme Bail, je vous propose de répondre juste après cette toute petite pause. On se retrouve dans un tout petit instant, et puis si vous souhaitez réagir, 0826 300 300, à tout de suite. Midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Lundi matin, j'étais à la conférence de presse à Paris de la coordination rurale et il y avait une proposition et je voudrais savoir ce que vous en pensez, qui était de repartir sur le modèle de l'exception agricole, sur le modèle de l'exception culturelle française. Comment on a maintenu notre cinéma, nos industries culturelles, on les a sorties. On les a protégés. Ça ne nous empêche pas de faire partie d'accords généraux de libre-échange, mais on a sorti ce qui était vital. Parce que notre culture, notre cinéma, a semblé quelque chose d'absolument vital pour défendre notre culture. Et la coordination rurale faisait cette proposition d'appliquer ce modèle-là et de décréter que c'est vital pour nous, cette histoire d'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent? Philippe Royer. Mais qu'est-ce que j'en pense? Oui, il faut qu'on protège l'agriculture française, qui reste quand même la base de notre patrimoine et de notre monde rural et de l'économie rurale. Mais aujourd'hui, il faut arrêter de se leurrer. L'agriculture française, comme tout simplement tous les corps de métier et comme l'économie française, on est trop taxé. Moi je le vois, alors je vais revenir, comme disait Vincent, sortir de l'Europe, c'est pas une solution. Moi je suis du sud-ouest, 90% de notre céréale est exportée en Espagne, 90% de nos broutards, de nos veaux sont envoyés en Italie ou en Espagne. Mais moi ce
ce qui me choque le plus là-dedans, et quand je parle des charges, c'est que nous, on envoie notre maïs, notre blé en Espagne, et les Espagnols, quand ils viennent chercher la céréale dans nos fermes, et juste avant, ils arrivent, ils ont livré de l'aliment. Donc ça veut dire qu'ils prennent notre céréale chez eux, ils la transforment chez eux, ils fabriquent de l'aliment chez eux, et ils nous le relivrent en France moins cher que les fabricants d'aliments juste à côté de nous. Tout simplement parce que la France est trop chargée, on a trop de charges, on paye trop pour de moins en moins de gens qui veulent travailler, on paye beaucoup pour des gens qui sont dans des bureaux, on l'a vu, c'est 50% d'agriculteurs en moins sur les 20 dernières années, et c'est 70% de fonctionnaires de plus. Donc c'est tout ça, oui, il faut qu'on protège l'agriculture, il faut qu'on remette du protectionnisme, quand on voit qu'avec l'argent, notre argent, l'argent des impôts des Français, dans nos écoles, on n'est même pas capable de manger français. C'est quand même qu'il y a une honte. Voilà, oui, il faut protéger l'agriculture et les gens qui vivent sur le territoire français. Vincent Louot. Moi, c'est une proposition que j'ai fait et que j'en avais discuté avec la coordination rurale et j'en ai parlé aussi avec Rousseau de la FNSEA. L'échec de notre incapacité de réformer l'Europe et pour plus d'Europe, ce que demandent les agriculteurs, c'est l'obligation de passer l'agriculture au même titre que la culture en exception. Ça sera un échec parce que bien sûr, d'autres pays veulent nous vendre des produits agricoles et c'est pas que notre monopole de dire les autres n'ont pas le droit de vendre et nous on est obligé de rien accepter. Donc la difficulté, c'est de faire comprendre à l'Europe que les idiots utiles de la mondialisation ne peuvent pas être que les Européens avec des surnormes et du laver plus blanc que blanc. Les Européens et la Commission européenne doivent sortir du monde des bisounours, du Green Deal, de toutes ces conneries qu'on nous a mis, des boulets aux pieds de nos entreprises. Regardez l'industrie automobile, on va la tuer. On aura tout tué dans ce monde. Donc, on doit à tout prix avoir un virage à 180 degrés européen. Et là, moi, j'appelle de mes vœux vraiment un réveil européen. Et la Commission européenne est en capacité d'être agile. Ils l'ont prouvé après les manifestations agricoles. Ils ont fait beaucoup de simplifications. Donc les rectifications de trajectoire pour interdire les importations de produits qui sont pas sanitairement compatibles avec l'Europe peuvent être faites très rapidement. Il suffit d'une volonté. Je vous rappelle, les douaniers sont sous les ordres de règlements européens. C'est pas chaque pays qui décide. C'est bien des règlements européens qui s'appliquent pour nos douaniers. Ils ne prennent pas d'ordre des ministères. Ils appliquent des réglementations européennes. Donc, encore une fois, il faut que tout ça se réveille parce que, vous savez, on est en train de tout perdre. Notre industrie et l'agriculture, en fait, est en avance de phase sur tous les problèmes qu'on va avoir dans l'industrie et dans le restant de notre économie. Philippe, j'ai envie de dire à Alexandre une chose, c'est que le réveil, ce qui est en train d'arriver pour les agriculteurs, est en avance de phase d'1 ou 2 ans sur tout ce qu'on va perdre pour notre économie française. Et moi, je voudrais rebondir en disant que je partage sur la nécessité du réveil, évidemment. Ce que je constate, c'est qu'il n'est pas opéré. Il est opéré sur des détails par rapport à ça. Il faut changer les fondements. Pour moi, il faut quitter l'idéal d'Europe fédérale. Il faut retrouver une Europe des nations. Moi, je suis profondément européen, mais je suis pour une Europe dans laquelle la France sera forte. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans le bon système d'Europe. Il faut revenir en Europe des nations avec la coopération. Je pense qu'il faut retrouver l'esprit des pères fondateurs de l'Europe, donc des Schuman, des Monet Co. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à ça. Et il faut surtout qu'on fasse le job en France, parce que regardez, on se moquait de l'Italie et de pays du Sud il y a quelques années. Dans le même contexte européen, ils ont pu améliorer la donne. Donc commençons par balayer devant notre porte en France. Et il faut faire le job. Et plus on fera le job en France, plus on aura du crédit pour porter une réforme européenne des nations, qui pour moi sera nécessaire et dans lequel, bien sûr, l'agriculture devra trouver son positionnement. Merci Philippe Royer, merci Vincent Louot, merci Jérôme Bail d'être intervenu sur ce sujet si grave. En tout cas, le mot de la fin, c'est le changement. En fait, il faut changer de modèle, il faut un sursaut européen, un réveil français. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Dans un instant, votre rendez-vous avec Brigitte Lahaye. Et puis Alexandre, merci pour ces émissions. Je vous laisse conclure. C'était un privilège de vous écouter tous, parce que vous croyez en votre pays. Vous croyez en notre pays. Et je n'arrive pas à croire qu'au final, on ne s'en sorte pas.
On va très probablement s'engueuler énormément en France dans l'année qui vient, mais il y a quelque chose qui est en train d'accoucher. Parce qu'on est tous conscients qu'on est en train de taper le fond d'un système, qu'on va devoir réinventer tous nos modèles, et les élites nouvelles sont en train d'arriver lorsque je vous écoute. Voilà, merci. Merci Alexandre Jardin, on vous retrouvera en tant qu'invité à notre antenne, vous partez pour d'autres projets. Merci pour ces émissions, à très vite et bonne journée à tous.